Pour aborder ce sujet sensible des SCPI et faire le bilan, on est en compagnie de 3 experts. Eric Osra, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Perial, bienvenue à vous. À vos côtés, Vincent Lamotte, bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Perial AM. Et nous sommes aussi en compagnie d'un autre Vincent, Vincent Danis. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de Savignan, conseiller en gestion de patrimoine, et c'est intéressant puisque vous connaissez très bien les produits de Perial et vous avez aussi des questions. Vous m'aiderez dans cet exercice pour et faire toute la vérité et surtout un bilan après cette tempête. On le disait en introduction, la tempête qui a secoué tout le secteur. Il faut faire le bilan justement. Où en est-on vraiment sur ce marché des SCPI? Alors, Eric, on démarre avec vous. On va passer rapidement sur les raisons de cette crise. On le sait, augmentation brutale des taux d'intérêt, une espèce de permacrise sur l'immobilier. Je voudrais savoir surtout comment Perial a traversé la crise, comment vous en sortez aujourd'hui en 2025. Alors après une période de forte croissance immobilière qui est liée à la faiblesse des taux d'intérêt, oui. On a effectivement de nouveau redécouvert le travail sur les patrimoines immobiliers. Et donc pendant 2 ans, les équipes Perial ont été à la mine, c'est-à-dire qu'après avoir géré la croissance, il a fallu gérer la rentabilité, la profitabilité de nos patrimoines qui constituent l'essentiel des SCPI. Et donc c'est un travail véritable d'asset management, de réduction des charges, d'augmentation des loyers, de fidélisation des locataires, tout un travail de manière à maintenir nos patrimoines compétitifs pour pouvoir distribuer le maximum de rendement possible et donc de revenus immobiliers. Ouais, on imagine que c'était plus compliqué qu'après l'euphorie qu'on avait connue. Il faut le dire que la collecte avait frôlé et même dépassé les 10 milliards il y a quelques années. Là, on est revenu à des niveaux beaucoup plus raisonnables. Comment on gère cette décroissance au moment aussi où on a vu un flot d'épargnants et malheureusement des gros épargnants, les institutionnels qui ont quitté le navire? Alors, qui ont voulu quitter le navire, évidemment, le problème de liquidité se pose dans des situations de crise en immobilier. L'immobilier est un produit qui est par définition pas liquide. Et donc, nous avons voulu d'abord satisfaire tous ces clients qui souhaitaient partir. Et donc, en parallèle du travail sur le patrimoine que nous avons réalisé, nous avons mis en place des fonds de remboursement qui permettent de la vente de certains immeubles et donc de satisfaire certains institutionnels qui bloquaient d'ailleurs oui. le marché et qui empêchaient les petits porteurs de pouvoir accéder à une liquidité. Et donc nous avons voulu, ça a été un des premiers travaux que nous avons réalisé, ça a été de faire sauter ces goulots d'étranglement et donc leur proposer une solution de remboursement à travers les fonds de remboursement, c'est-à-dire à travers la vente d'immeubles que nous avons réalisés. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas le pire moment justement en temps de crise, quand les valorisations sont en baisse, de vendre ses actifs? C'est l'intérêt d'une ancienne SCPI, c'est-à-dire qu'elle a constitué un patrimoine au fil des ans. Et donc, nous avons des immeubles que nous détenions depuis longtemps, qui recelaient des plus-values malgré la relative baisse du marché. Il faut se dire aussi que c'est un marché... effectivement, il y a une crise immobilière, mais il y a encore des transactions qui se réalisent, notamment en région ou dans Paris intramuros. Donc, il reste encore quelques investisseurs qui veulent investir en immobilier. Et donc, nous avons pu vendre à bon compte ces immeubles pour pouvoir rembourser les porteurs qui souhaitaient partir et distribuer la plus-value aux porteurs existants. Et c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire que nous travaillons non pas uniquement que pour satisfaire ceux qui veulent partir, mais surtout pour fidéliser ceux qui veulent rester à travers la performance immobilière. Ouais, c'est quand même ce qu'on attend de ce type de produit, un rendement régulier. Alors Vincent Danis, je me tourne vers vous, conseiller en gestion de patrimoine. Que vous disent, Vincent, vos clients quand vous évoquez les SCPI en 2025, vous essayez d'en placer. Ça a été un succès, on le disait, il y a quelques années. Aujourd'hui, quelle est la réaction? Il y a vraiment plusieurs catégories d'épargnants. Il y a des épargnants qui se disent qu'après 2 ans de crise, des taux à présent stabilisés, c'est peut-être le moment de commencer à réinvestir. Oui. Ça, on aime plutôt bien. On a des épargnants qui, parfois, depuis 18 mois, 2 ans, cherchent à sortir de certaines SCPI qu'ils détiennent et ne parviennent toujours pas à le faire. Donc, eux, malheureusement, risquent d'être vaccinés tant que ce problème-là n'est pas résolu. Et puis, on a des épargnants qui sont entrés dans la SCPI pour du long terme et percevoir des revenus sans limitation de durée. Et eux, ce qui va leur importer, c'est le maintien, mais en euros, de dividende qui est versé par rapport à leur prix de souscription historique et pas par rapport au rendement qui est affiché pour l'année à venir. D'accord. Eux, ils veulent en euros constants la même somme parce qu'ils comptent sur une somme tous les mois, tous les trimestres pour financer peut-être leur retraite. C'est vraiment la vocation de rentier. Oui. Le point le plus important, c'est pour les gens qui ont pris des crédits
pour lesquels les mensualités, elles, ne bougent pas, et pour lesquels le fait d'avoir des recettes constantes est un moyen d'assurer le plan de financement tel qu'il l'avait prévu. Après, la grande évolution pour les épargnants en 2025, c'est d'avoir des alternatives au SCPI. Là encore, pendant 2 ans, les assureurs piochent dans leurs réserves et vont servir jusqu'à du 4,5 avec une garantie en capital, plus l'essor des fonds structurés. Donc il y a aujourd'hui des alternatives qui n'existaient pas en période de taux très bas. Et il faut le voir aussi au-delà de la SCPI. Allez, on termine notre tour de table avec Vincent Lamotte. Justement, sur quel type d'actifs Perial est-il exposé aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui sont plus fragilisés que d'autres? Alors, Perial effectivement, gère 5 SCPI. Donc, on a finalement un peu toutes les classes d'actifs dans nos SCPI. Concrètement, on a 2 SCPI qui sont un petit peu plus exposés bureaux, mais en fait, si on refait un petit peu l'historique, c'était la classe d'actifs qui était la plus appréciée, notamment des fonds d'investissement en immobilier. Ouais. Ça représentait 40 à 70% des investissements. Donc, c'est assez normal d'avoir du bureau dans nos SCPI. Donc, le bureau, effectivement, a un petit peu plus souffert sur les 2 dernières années. Alors du bureau qui effectivement est de grande taille, qui est plutôt en périphérie. Maintenant, si on recentre un petit peu le débat sur le bureau QCA, donc Paris, première couronne, on a le quartier centre d'affaires. Voilà, tout à fait. On a du bureau qui se tient très très bien. On voit des loyers à 1 300 € du mètre carré. Est-ce que c'est pas un peu trop d'ailleurs ces loyers là qui ont flambé aussi, qui ont été pratiquement multipliés par 2 en moins de 5 ans? Alors oui, ça fait beaucoup, mais ça veut dire aussi qu'il y a une attractivité très forte pour le Paris intramuros. Ça, c'est le premier élément. Ça veut dire aussi qu'il y a des locataires qui ne pourront pas payer 1 300 € du mètre carré, donc ils vont être obligés d'aller chercher du loyer à 700, 800 € plutôt en première couronne. On retrouve de l'attractivité à la Défense. Il y a des transactions qui aujourd'hui ont repris au premier trimestre, la tour Trinity par exemple, le CB21 qui a également été reprise par Coviglio. Donc on a des effets d'aspiration aussi sur certains bureaux en première ou deuxième couronne parce que certains locataires ne peuvent pas payer du Paris intramuros aussi. Bien sûr. Tiens, justement, on parle du bureau, on fait un petit aparté. C'est vrai qu'on a souvent entendu le bureau est mort après la crise sanitaire. On n'y reviendra plus. C'est vrai qu'il y avait des entreprises qui étaient full remote. Là, on a le retour de balancier avec, on l'a vu dans l'actualité, une grande banque qui a décidé de revenir au bureau avec un seul jour de télétravail, levée de bouclier évidemment. Ça a bien évidemment bouleversé cette économie du bureau. Eric Cosra, quelle est votre vision là-dessus? Est-ce qu'on revient sur un bureau comme avant ou il a changé radicalement? Alors, d'abord, je voudrais redire sur le bureau, puisqu'il y a du bureau bashing en ce moment, pour les raisons que vous évoquiez, mais également parce que c'est celui qui a été le plus impacté par notamment la hausse brutale des taux d'intérêt. Le bureau, c'est d'abord, ce que disait Vincent, c'est la classe d'actifs la plus profonde dans l'immobilier. Oui. Et Perial est un spécialiste du bureau, mais c'est aussi de la valeur d'actifs immobilière la plus réactive. C'est-à-dire qu'elle a une réaction parce que c'est un marché qui est libre, donc avec des entreprises qui payent des loyers à la hausse et à la baisse. Et donc, c'est celui qui réagit le plus vite donc, au cycle économique et financier. Donc, on a vu effectivement des baisses de valeur du bureau importantes, mais c'est également l'actif qui repartira, j'en suis convaincu, le plus rapidement possible. Donc, on est dans cette crise qui est une crise cyclique, qui est un impact économique et financier. Et derrière cette crise-là, il y a également une crise structurelle. On n'en est pas à la première crise du bureau. Perial en a connu le long de son histoire. Et on voit bien également que comme ce sont des cycles longs, ce sont souvent également derrière un effet conjoncture et financier, il y a également un effet structurel, c'est-à-dire que le bureau doit s'adapter en permanence aux usages des entreprises qui elles-mêmes évoluent en permanence. Et donc, c'est le sujet du télétravail, mais pas que. Et donc, c'est tout ce sujet de recomposition du bureau post-crise sur lequel les équipes de Perial travaillent. On a vu comment on travaillait le patrimoine, et ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il faut arbitrer certains immeubles, il faut en transformer d'autres, il faut mettre des investissements et faire des travaux dans des immeubles qui le nécessitent. Il y a tout ce sujet-là d'évolution structurelles très profondes qui sont également liées à nos évolutions sociétales. Et donc, on a à travailler sur ces sujets-là. Et c'est là où Perial, effectivement, travaille et s'est mis en marche, justement, pour pouvoir transformer profondément ses bureaux et pouvoir repartir lorsque le cycle immobilier repartira à la hausse. Alors, Vincent Danis vous écoute attentivement. Vincent, je crois que vous aviez une question notamment sur la valeur verte. Oui, puisque lorsqu'on a vu les fortes baisses de prix de part en 2023, à ce moment-là, les experts n'intégraient pas la valeur verte et ne distinguaient pas les immeubles vertueux de ceux qui ne l'étaient pas. A priori, en 2025, ça commence à apparaître. Alors, est-ce qu'on peut espérer un retour à meilleure fortune sur des SCPI qui ont été pionnières en la matière? C'est justement tout le sujet de l'effet structurel du bureau et de son changement structurel. Perial a été pionnier en lançant en 2009 PFO2, justement, oui. Et après la crise financière,
Pour moi, mon intuition, c'était que le bureau devra être sobre et vert ou ne sera pas. Et donc, on a mis effectivement beaucoup de temps, ça a mis beaucoup de temps à se transformer dans les usages. On a eu donc des collectes importantes aussi, donc beaucoup de partenaires CGP nous ont accompagnés durant cette forte croissance. Il est vrai que le fort tsunami que nous avons connu en ce qui concerne les baisses de valeur d'expertise n'ont pas permis de voir ce distinguo. Et la lueur que nous avons maintenant, c'est-à-dire qu'enfin, au bout de 15 ans, nous voyons que les CAPEX et les travaux que nous avons réalisés, les réductions de charges que nous avons réalisées sur nos immeubles de bureaux, donc sont considérés par les experts. Et enfin, nous voyons effectivement ce qu'on appelle des plus-values vertes, c'est-à-dire que nous voyons des valeurs d'expertise positives uniquement liées au fait que nous avons investi et que nous avons effectivement donc, investi et fait des travaux dans des bureaux pour que ces bureaux soient plus sobres de manière énergétique. Bien sûr. Alors, justement, nous sommes début juillet. Est-ce qu'on peut avoir une vision, une avant-première sur les résultats des expertises au 30 juin, vos sensations en la matière? Alors le 30 juin, c'était hier. Donc c'est encore un petit peu tôt pour avoir des résultats définitifs. Ce que l'on constate sur nos patrimoines, c'est que il y a encore quelques actifs de bureaux qui continuent à légèrement baisser. Nous avons également donc certains actifs qui continuent à augmenter, notamment liés à cette valeur ajoutée, la valeur verte. Mais globalement, les patrimoines sont relativement stables et donc on aura donc probablement un maintien de nos valeurs de part pour ce semestre. Bonne nouvelle. Vincent Lamotte, pour clore voilà, ce bilan sur ces pays, à quel bilan rapidement vous tirez de ces mécanismes de distribution de liquidités en période de tension? Eric évoquait effectivement une euphorie avec des collectes records il y a quelques années, et puis on voit quand ça se tend. Est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer justement ces périodes, peut-être blocage de la collecte? Comment on ferait si de nouveau il y avait eu un emballement? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Le sujet de la liquidité, d'abord, le premier élément dit de liquidité, c'est la collecte. Effectivement, il faut un retour de la collecte pour assurer une liquidité des gens, des investisseurs qui veulent sortir. Après, il y a d'autres mécanismes, effectivement, qui existent. Il y a notamment les fonds de remboursement, et on tient à préciser quand même que Perial a été une des premières sociétés à mettre en place cette typologie de liquidité, ces fonds de remboursement, et qui doit effectivement être piloté de manière très fine, puisque il ne s'agit pas de vendre des immeubles à perte pour pouvoir alimenter un fonds et faire sortir des épargnants. Il s'agit de vendre au mieux avec une plus-value et constituer un fonds pour faire sortir les épargnants. Donc ça, c'était la deuxième solution, celle qu'on pouvait mettre en œuvre en tout cas aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc on l'a mise en œuvre. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le marché secondaire. Et le marché secondaire dans les CPI à capital variable, il est pas possible aujourd'hui. On travaille aujourd'hui avec l'AMF et l'ASPIM pour essayer de mettre en place un marché secondaire, ou en tout cas réfléchir à ces typologies de marché dans des CPI à capital variable. On a des groupes de travail, ça avance, mais c'est lent. L'immobilier, en termes de volume d'investissement, ça reste quand même assez marginal par rapport au volume de placement. On parlait des produits structurés et d'un certain nombre de typologies de produits. Donc, ce n'est pas le premier produit sur lequel on travaille. Donc, groupe de travail, ça avance. Nous, en parallèle, on parlait aussi des grands investisseurs qui ont souhaité sortir au tout début de la baisse de valeur de part. On a essayé de mettre en place du gré-gré. À ce moment-là, les sortants n'étaient pas prêts à faire des concessions sur les valeurs de part. Peut-être qu'aujourd'hui, ils auraient été prêts à le faire, certains grands investisseurs, fonds de fonds notamment. Oui. Donc voilà, il y a toutes ces pistes-là sur lesquelles on a travaillé de manière concomitante. Le fonds de remboursement étant celle la plus concrète et celle sur laquelle aujourd'hui on a à peu près remboursé une 60aine de millions d'euros d'épargnants avec l'ensemble de nos fonds de remboursement sur notamment 2 SCPI. Voilà ce qu'on pourrait dire en tout cas de l'état des lieux. Malgré tout, on a un climat de défiance, toujours on l'entend. Et puis des mots qui circulent, dévalorisation, illiquidité, défiance de certains conseillers. Alors il est temps maintenant de poser des questions qui dérangent. Comment aussi on peut rassurer peut-être les nouveaux investisseurs? Tout de suite, c'est l'heure du débat.